Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux. Mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode 80. 534, l'année de tous les dangers. L'année 534 n'a pas été une année calme. Non, 534, c'était plutôt le festival de rebondissements en tout genre, avec l'écroulement du royaume de Burgondie, la mise au pas de l'Auvergne et la mort de Théodoric Ier. Alors peut-être que les 3 rois survivants du Regnum se sont imaginés que ça allait se détendre à partir de là. Théodebert Ier, fraîchement élu sur le trône de son père à Reims, Metz, Trèves ou qui sait à Cologne, a enfin pu s'unir officiellement avec sa belle aristocrate du Sud, la fière Déotéria. Pendant que Clotacar et Childebert ont dû commencer à compter les pièces d'or que leur neveu leur avait lâchées pour s'acheter la paix, tout en se partageant les restes de la Burgondie. Alors, faut-il vraiment s'attendre à une saison de paix ? Pas tout à fait. Car comme souvent, la réalité dépasse la fiction. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec cette folle année 534 qui est loin d'être finie. C'est à l'automne qu'on a appris en Gaule la mort d'un autre descendant de Childéric et de Mérové. Un de plus, d'accord. Mais cette mort-là était plus inattendue que celle de Théodoric le Fourbe, et elle s'ajoute à la longue liste des héritiers mérovingiens qui finissent brutalement au VIe siècle. Octobre 534, à Ravenne, dans le nord-est de l'Italie, le prince Athalaric, âgé de 18 ans seulement, disparaît. Apparemment, du fait d'un excès de boisson alcoolisée combiné à une crise de diabète. Or, ce gamin n'est pas n'importe qui. Athalaric, c'est le petit-fils de l'ostrogoth Théodoric le Grand et de son épouse Odoflède, la sœur de Clovis, épousée autour de 490 à l'époque du partenariat entre les deux jeunes rois. Le prince était donc le descendant mâle des 2 grandes familles souveraines de l'Ouest au VIe siècle, les Mérovingiens et les Amals, la famille royale ostrogothique. Alors, personne ne sait comment les rois mérovingiens ont réagi à cette nouvelle, sachant qu'ils n'avaient jamais rencontré de leur vie ce petit-neveu. Et pas plus sa mère Amalassonte, leur cousine, ou encore leur vieille tante, la reine Odoflède, partie pour l'Italie 40 ans plus tôt. De toute façon, les dernières années avaient été plutôt marquées par une succession de conflits larvés ou ouverts entre les 2 puissances européennes, depuis la trahison de Clovis en 507. Donc, le plus probable, c'est que nos 3 compères avaient d'autres chats à fouetter en 534 que de se soucier de ce coup du sort. Ravenne était loin, et leurs 3 gouttes de sang en commun avec Athalaric n'ont pas dû faire de la mort d'un prince ostrogoth inconnu un événement plus triste que ça. Et tant pis pour la grande cousinade des Mérovingiens, qui n'aura pas lieu en 534. De toute façon, soyons francs, le royaume ostrogoth n'est plus que l'ombre de la superpuissance qu'il a été dans les années 510. Années pendant lesquelles il était capable de tenir tête à Byzance, comme sous Théodoric. Et les Francs, qui ont massacré la plupart de leurs alliés les uns après les autres, comme les Thuringiens, les Burgondes et les Wisigoths, ne sont pas pour rien dans ce déclin. Mais, même si les Golgoths, les gros baraqués qui ont conquis la péninsule italienne 50 ans plus tôt, ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, il reste quand même 2 joyaux dans ce royaume qui attise les convoitises. Je parle bien sûr des cités prestigieuses de Rome et Ravenne, qui intéressent, il faut le dire, fortement Constantinople. Or, l'Empire, c'est le géant endormi qui est en train de sortir de sa torpeur des dernières années et qui revient progressivement dans le game en 534. Les années 30, c'est l'Empire contre-attaque. Alors déjà, il faut être clair, l'Empire romain n'est pas mort en 476.
En tout cas, pas l'Empire d'Orient, qui continue de dominer la Méditerranée et qui a survécu au cataclysme politique du 5e siècle. L'Empire en 534 dirige toujours un immense territoire, couvrant l'Europe de l'Est, la Turquie, le Proche-Orient et l'Égypte moderne. C'est d'ailleurs le contrôle de ces provinces riches et fiscalement bien gérées qui a permis à Constantinople de survivre en tant qu'État pendant que l'Ouest s'effondrait. L'Empire d'Orient, bien organisé et bien défendu derrière les murailles de sa capitale, a réussi à payer et à maintenir son administration et donc à continuer de financer ses armées et son infrastructure durant le 5e et le 6e siècle, malgré tous les bouleversements du temps. Ce qui n'était sans doute pas l'espoir secret des royaumes barbares de l'Ouest. Alors officiellement, tous ces souverains sont restés soumis à Constantinople, et bien sûr, ont gardé pour l'empereur, qu'on appelle aussi le basileus, toute la déférence nécessaire dans leur correspondance diplomatique. D'ailleurs, les pièces d'or fabriquées et utilisées dans les royaumes barbares de l'Ouest en ce début de 6e siècle sont toujours de vrais solidis, des copies de pièces impériales exactement de la même valeur, et qui représentent la tête de l'empereur, preuve de leur soumission à chacun. Mais tout ça, c'est pour la galerie. Une simple comédie maintenue par les rois barbares pour commercer avec l'Orient, vu que le basileus ne tolère pas d'autre visage que le sien sur les pièces. Et aussi pour s'accaparer une partie de l'immense prestige que garde l'Empire romain dans les têtes et les cœurs à l'Ouest, en se représentant comme les fidèles sujets du basileus, exactement comme Clovis à Tours en 507. Sauf que dans le fond, les souverains romano-barbares ont juste accepté de faire semblant, d'inonder l'Empire de marques de respect et de déférence absolue, tout en veillant au maximum à ce que l'empereur et ses fonctionnaires restent le plus loin possible et ne se mêlent pas de leurs affaires. Et il faut reconnaître que cette posture avait plutôt bien marché pendant des décennies. Malgré sa puissance et sa richesse, l'Empire d'Orient avait été débordé par d'autres problèmes, comme les attaques des Avars sur le Danube, les guerres en Mésopotamie face aux Sassanides, ou même les disputes religieuses entre factions chrétiennes opposées à Byzance. Un beau lupanar donc, qui a fait le jeu des royaumes barbares. L'empereur a un peu laissé filer la situation à l'ouest pendant tout ce temps, et les rois barbares ont soigneusement évité de le provoquer pour qu'on les laisse tranquilles chez eux. Sauf que dans le fond, comme tu le dis si bien, les Byzantins n'ont jamais vraiment abandonné leurs prétentions sur le reste de l'Empire à l'ouest. Ils veulent rester l'Empire, avec 2 grands E, si je comprends bien. Le retrait de Byzance des affaires à l'Ouest n'était qu'une décision pragmatique du fait des problèmes plus urgents qu'il y avait à gérer, et sûrement pas une reconnaissance des dérives indépendantistes des royaumes de l'Ouest. C'est d'ailleurs l'explication de l'interventionnisme impérial en pointillé en Italie toutes ces années, vu que Constantinople n'a jamais eu les moyens de mettre le paquet sur ce terrain d'opération non prioritaire. Rappelez-vous, la fin d'Odoacre, le maître de l'Italie, est le partenaire de Childéric. C'est Byzance qui a sous-traité le problème aux Ostrogoths théodoriques pour remettre l'Italie sous contrôle. Enfin en théorie. Ce même Théodoric avec qui l'empereur s'est finalement fâché lorsqu'il a compris que le barbare le prenait pour un jambon et qu'il a mollement tenté de faire chuter en s'alliant avec Clovis en 507. En réalité, Constantinople n'a donc jamais renoncé à reprendre le contrôle. C'est juste le temps et les moyens qui lui ont manqué. Mais la situation change tout à coup au début des années 30. D'abord, le nouvel empereur d'Orient, Justinien, est un homme à poigne, décidé à déployer les grands moyens pour ramener l'Empire à son zénith. Et surtout, l'homme a de véritables ressources à aligner derrière ses ambitions grâce à une accalmie générale sur tous les autres fronts militaires de l'Empire, notamment à la nouvelle paix signée avec les Sassanides en 532. Or, c'est cette même année qu'un nouveau roi s'impose dans le royaume vandale, centré sur la Tunisie et l'Algérie moderne, et qui commande les rives sud de la Méditerranée de sa capitale, Carthage, située en banlieue de la ville moderne de Tunis. Un nouveau roi des Vandales qui décide imprudemment de relancer une politique agressive en faveur de l'arianisme, en renversant le souverain précédent, nicéen convaincu et allié personnel de l'empereur. Quoi? L'arianisme? Encore? Mais j'en peux plus de cette secte. Sauf que ça, c'est une occasion en or pour Byzance. Justinien déclare immédiatement la guerre
et envoie une expédition armée débarquer en 533 sur les côtes de la Tunisie. Les Byzantins ne vont mettre que quelques mois et 2 énormes batailles rangées pour écraser l'armée vandale et prendre le contrôle total du pays. 534, c'est donc l'heure de la Reconquista au sud, avec le royaume vandale qui disparaît d'un coup et ramène tout le Maghreb sous le contrôle impérial, à quelques mois d'écart de la fin du royaume burgonde. Rome is back, baby. C'est la remontada. Enfin, Constantinople plutôt. Tout le monde comprend bien tout à coup que Byzance n'est plus si loin et impuissant que ça. Bon, alors nous qui connaissons la fin de l'histoire, on sait très bien que l'Empire ne revient pas vraiment. Mais ça, c'est nous, au XXIe siècle. En 534, la destruction facile du royaume vandale a envoyé une sacrée décharge électrique à tous les monarques de l'Ouest. Tout le monde commence à se demander jusqu'où vont aller les ambitions exactes de Justinien, maintenant qu'il a repris un bon quart de son ancien empire en quelques mois d'une balade militaire en Tunisie. Et toutes ces histoires-là, la mort du petit prince de Ravenne ou la chute de l'empire vandale, c'est quand même loin pour un roi franc au nord du Regnum, non? Eh bien, pas tant que ça finalement, parce que pour les Francs, la Méditerranée reste une priorité en ce début de VIe siècle. Car malgré l'éclatement de l'Empire romain d'Occident, la grande mer intérieure de l'Ancien Empire reste l'espace le plus convoité où tout royaume digne de ce nom doit être présent. D'abord, c'est le lieu d'échange par excellence avec le reste du monde connu, avec Byzance et toutes les métropoles de son empire. Et c'est par mer que circulent les nouvelles comme les ambassadeurs. Et puis c'est surtout le canal principal par lequel continue de passer le grand commerce international, avec les produits de luxe de l'époque comme le papyrus. Dernier facteur qui compte pour un roi franc, la Méditerranée est surtout une grosse source de revenus. Car les possibilités de financement des rois ne sont pas gigantesques, avec le tarissement des impôts directs pour renflouer les caisses. Car l'administration fiscale romaine bien huilée des premiers siècles est en train de se déliter au VIe. Et puis, comme on l'a dit, il y a un principe de base chez les Francs. L'homme libre franc ne paye pas d'impôts, ni les ecclésiastiques d'ailleurs. Et les aristocrates riches sont, depuis Dioclétien, les champions de l'évasion fiscale. La franchise de taxes, pour utiliser le mot qui va bien et dont l'étymologie n'est pas un détail, c'est l'acquis social du Ve siècle qu'aucun franc ne veut laisser filer. Ou les Gallo-Romains, s'identifiant de plus en plus comme des francs justement. Ou encore les ecclésiastiques, qui ne vont tout de même pas payer des impôts alors qu'ils ont tout quitté pour le service de Dieu. En gros, les impôts directs du VIe siècle concernent tout le monde, sauf ceux qui ont vraiment de l'argent. Un peu comme maintenant, quoi. Non, je rigole. Enfin, je vous laisse vous faire votre propre opinion. En tout cas, une belle unanimité contre l'impôt, apparemment. Ce qui explique mieux la volonté des rois de mettre la main sur les routes commerciales. Vu que pour se financer, sauf à continuer sans cesse les guerres de conquête, à faire fructifier leur domaine qu'on appelle d'ailleurs fisc, la dernière option, ce sont les impôts indirects. Les péages, qu'on appelle tons-lieux à l'époque. Alors bien sûr, les tons-lieux ne sont pas vraiment populaires. Mais c'est culturellement plus acceptable et difficilement esquivable par la population. Il faut cependant noter que malgré toutes leurs tentatives depuis Clovis, contre les Ostrogoths ou les Visigoths, les Francs n'ont toujours pas réussi à obtenir un accès stable à la mer en 534. Non? C'est vrai, mais la déstabilisation géopolitique en train de se produire avec le retour de Byzance va changer la donne. Car la vieillesse du grand Théodoric a été assombrie par peut-être ce qui restera le seul grand échec de sa vie extraordinaire, passant de chef de guerre barbare des Balkans au service de Constantinople à monarque quasi indépendant en Italie pendant plus de 30 ans, véritable patron des restes de l'Empire d'Occident. Sauf que Théodoric a raté le gros objectif au Moyen Âge, et nos excuses pour la grossièreté du propos qui suit. Notre homme n'a réussi qu'à engendrer des filles, malheureusement. Le pauvre nul. Des femmes qui, même brillantes, n'étaient pas en position de prendre le pouvoir à sa suite dans la société romano-barbare du VIe siècle, et sûrement pas chez les Ostrogoths, peuple réputé pour sa tradition militaire ultra-machiste. À la mort de Théodoric en 526, c'est donc son petit-fils qui a été désigné comme héritier, ce fameux petit prince Athalaric, âgé de 10 ans à ce moment-là, le fils de sa fille Amalasunthe,
et d'un prince ostrogoth déjà décédé. Et c'est donc la cousine Amalassonte qui devient de facto la régente du royaume. Notre femme à la poigne de fer va prendre le contrôle du pays, au nez et à la barbe des aristocrates, et commencer ainsi une régence spectaculaire de plusieurs années. Et oui, Amalassonte est une femme extrêmement cultivée et intelligente. Elle parle grec, latin et gothique évidemment. Elle est sage, mesurée, adroite politiquement et extrêmement efficace pour garder le calme dans son royaume, malgré une aristocratie toujours prête à se rebeller. D'ailleurs, pas folle, Amalassonte, loin de se lancer dans une politique d'agression ou d'expansionnisme, va réussir à signer des accords avec à peu près tout le monde, et notamment Byzance, pour renforcer son État. Elle va même ouvrir ses ports italiens aux armées de Justinien en route pour reconquérir le royaume vandale, pour montrer que cette fois, la dispute avec l'Empire et son basileus est définitivement terminée. Et c'est pareil avec les autres voisins. La régente rend la Septimanie, c'est-à-dire le Languedoc-Roussillon moderne, à son neveu, le roi des Visigoths, pour s'acheter la paix de ce côté-là. Et elle ouvre même son royaume aux réfugiés politiques, comme sa cousine Amalaberge, femme du défunt Hermanfrid de Thuringe, tombée trop tôt des murailles de Zulpich, après sa malencontreuse glissade avec Théodoric. La régente des Ostrogoths mène en réalité une politique de stabilité à l'intérieur et à l'extérieur, qui contraste avec celle menée par certains rois barbares, notamment ses cousins en Gaule. D'ailleurs, il semble bien qu'elle reste à distance de sa famille franque. Pas de négociation connue avec les trois rois du Regnum, pas d'ambassade prestigieuse et sûrement pas d'alliance. Sans doute parce que les rois mérovingiens, dignes successeurs de Clovis, ont dû montrer au fil des années à peu près tout le monde leur véritable nature. Celle de dirigeants notoirement indignes de confiance et capables de massacrer n'importe quel voisin ou parent sans le moindre casus belli, dès qu'une occasion se présente. Des expansionnistes sans morale qu'Amalassonte ignore superbement, sans doute convaincu qu'essayer de travailler à la stabilité avec des cousins pareils est une perte de temps. Ah oui, la famille, pas toujours facile de compter sur eux, malgré la légende tenace de solidarité dans la ZIP, avec laquelle nous a fait rêver Tacite. Mais Amalassonte est une reine qui tranche vraiment par son intelligence, et qui, malgré les codes culturels de l'époque qui lui sont défavorables en tant que femme, utilise sa régence avec brio pour se hisser au niveau d'un chef d'État. Mais cela sonne trop bien, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il va bien y avoir un revers à la médaille. Tout cela ne va pas finir en happy end. On est au VIe siècle, bordel. Malgré sa réputation extraordinaire, notamment à Byzance, Amalassonte va jouer de malchance et commettre le faux pas fatal. D'abord, on apprend par Grégoire de Tours, qui, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas un fan d'une princesse arienne et ambitieuse comme Amalassonte, que la reine des Ostrogoths est une véritable nymphomane. La reine se serait enfuie à la mort de son mari avec, comble de l'horreur pour l'évêque, un esclave, pour mener une vie de débauche. C'est seulement l'intervention brutale de la reine-mère Odoflède qui met un terme à cette escapade sulfureuse. La sœur de Clovis lance une expédition armée, capture sa fille et son amant, puis elle fait exécuter l'impudent et ramène Amalassonte par les cheveux à Ravenne en la remettant sur le trône de force. Bon, ça c'est la version de Grégoire de Tours. L'histoire est littéralement incroyable comme vous vous en doutez. Et Grégoire a probablement brodé ou inventé un mauvais scénario qui colle parfaitement avec tous ses préjugés. Ou plus embêtant, il s'est peut-être fait l'écho des mauvaises relations entre mère et fille tout en rapportant des rumeurs existantes sur la vie intime d'Amalassonte. Une de ces fake news vieilles comme le monde ultra efficaces pour discréditer des femmes de pouvoir gênantes. Car ce qui est plus établi, c'est qu'Amalassonte n'a pas fait que des heureux avec sa politique de conciliation. Et surtout pas les nobles ostrogoths qui rejettent sa politique pro-byzantine, comme sa volonté de consolidation culturelle de son royaume, qui a été aussi sa marque comme chef d'État. Car la reine, à l'image de ce qu'a initié Clovis au nord, a voulu unifier le royaume en abolissant les distinctions entre Goths et autochtones, et en associant les aristocrates romains au gouvernement. Sauf qu'elle n'a pas réussi à mener son projet à bien, ne disposant ni de l'autorité suffisante sur l'armée, ni d'une transformation culturelle assez avancée de l'élite ostrogothique pour obtenir des résultats tangibles. C'est même plutôt l'inverse. Les aristocrates ostrogoths, barbares et ariens, ont rejeté cette politique,
refusant la main tendue envers les Romains qu'ils dominaient jusque-là et qu'ils méprisaient. Et ils n'ont pas accepté non plus l'éducation de lettrés cultivés et sages qu'Amalasunthe a voulu donner au petit prince Athalaric, infichu de devenir le chef barbare ostrogoth qu'ils espéraient, avec une éducation aussi mollassonne de prince romain. Et pas la peine de vous dessiner un bouton ou de vous faire un grand dessin. Les ingrédients de la catastrophe étaient là depuis longtemps. Parce que son pouvoir, comme celle de toutes les régentes du Haut Moyen-Âge, ne dépendent finalement que du contrôle qu'elle pouvait exercer sur le petit prince, qui est la vraie source d'autorité. Exactement comme on l'a déjà vu chez les Francs avec Crodeshild. Or, ce contrôle va vite s'évanouir, puisqu'à lire les chroniques, ce sont les guerriers ostrogoths, les Golgoths, insatisfaits de son éducation de petit prince romain qui fait des dessins de moutons, qui ont enfin repris les choses en main. Les aristocrates se sont donc chargés d'offrir à Athalaric une bonne pédagogie et la sauce germanique, faite de boissons alcoolisées à haute dose et de débauches en tout genre. Le rêve pour un adolescent fragile. Jusqu'au point de provoquer sa mort à 18 ans. C'est l'histoire, exagérée ou non, qui nous est rapportée en tout cas. Mais oui, en 534, l'année de tous les dangers, Athalaric décède à 18 ans et laisse la cousine de Clotacar et de Childebert dans une sale situation politique. Sans autre héritier mâle, sans autorité sur son armée, détestée par beaucoup d'aristocrates qu'elle a dû réprimander au fil des années pour garder le contrôle sur le royaume ostrogoth, Amalasunthe se résout à la seule option qui lui reste, c'est-à-dire épouser un cousin du nom de Théoda. Un cousin qui a fait d'ailleurs partie de ces nobles incontrôlables et qu'elle a déjà dû punir dans le passé. Mais comme de l'eau a coulé sous les ponts de Ravenne et qu'il est le seul homme vivant de la famille de Théodoric, Amalasunthe accepte de se marier avec lui à la mort de son fils, pour maintenir la cohésion du royaume avec une figure masculine au sommet de l'État. Une décision dont Amalasunthe ne va pas tirer profit malheureusement, parce que décidément, 534 marque une sale année pour les Mérovingiens. Théodoric le Fourbe, le fils de Clovis, est mort. Athalaric, le petit-neveu, est mort, et c'est probablement vers la fin de cette même année que, à son tour, la vieille reine Odoflède décède. La sœur de Clovis, âgée d'environ 65 ans, meurt suite à une messe dans une église de Ravenne, où on l'a vue prendre la communion dans un calice un peu louche. Une fin qui fait immédiatement suspecter l'empoisonnement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'étrange dans la mort d'une sexagénaire au VIe siècle, sous prétexte qu'elle a bu du vin dans un gobelet après l'Eucharistie? Honnêtement, c'est difficile à dire. Mais on imagine assez bien que si des rumeurs de disputes entre la mère et la fille ont pu circuler dans l'Empire, une mort un peu brutale a pu facilement être exploitée par une faction d'opposants. Car bien sûr, le cousin Théoda n'a ni pardonné à sa nouvelle épouse Amalasunthe de l'avoir humiliée lorsqu'elle contrôlait seule le pouvoir durant la régence de son fils, ni n'a l'intention de partager quoi que ce soit avec elle. L'homme fait donc courir le bruit que sa nouvelle épouse Amalasunthe est responsable de la mort suspecte de sa mère Odoflède, et profitant de sa prise de contrôle de l'armée, il exile sa femme et la fait enfermer dans une forteresse de Toscane en 535. Ok, donc dans la famille Témor, je voudrais la mère, Amalasunthe. Car on va être honnête, c'était un peu couru d'avance cette histoire. Avec un mari clairement dans la faction des aristocrates opposants et pas très ouvert à la parité dans le royaume ostrogoth. Il voulait sa peau et la première occasion a été la bonne. Point barre. Mais j'imagine qu'Amalasunthe a bien tenté de se défendre, d'en appeler à ses alliés et amis dans le monde romain. Elle a quand même Justinien, l'empereur de Constantinople, dans ses relations, non? En effet, l'empereur va tenter de sauver son allié la reine des Ostrogoths. Et malgré les manigances et les écrans de fumée envoyés par Théoda pour essayer de le convaincre que tout va bien en Italie, que tout est paix et harmonie avec sa chère femme partie se reposer dans la campagne toscane, Justinien sent bien qu'il y a un embrouille qui se trame et envoie des émissaires pour vérifier ce qui se passe à Ravenne. Une tentative d'aide diplomatique qui va arriver trop tard, ou qui, selon certaines versions, n'était que poudre aux yeux. Quand les ambassadeurs impériaux arrivent, Théoda a déjà fait étrangler sa femme au fin fond de la Toscane et s'est donc déjà imposé comme le seul souverain du royaume ostrogoth. Une décision brutale et un véritable affront pour l'empereur, en tout cas officiellement, donnant un prétexte diplomatique parfait à la superpuissance du continent pour déclarer la guerre. Un conflit
parfaitement aligné par ailleurs avec le grand plan stratégique de Justinien que de reprendre le contrôle de tout l'Ouest, alors que l'empereur dispose maintenant d'une belle armée surentraînée et massée sur la côte tunisienne, cherchant un nouveau terrain d'opération après la liquidation du royaume des Vandales. De là à supposer qu'on aurait abandonné Amalassonte à son triste sort pour obtenir un casus belli, c'est d'ailleurs la théorie de certains historiens. Mais le point reste encore très débattu. Mais bon, un Justinien calculateur et focalisé coûte que coûte sur son projet de reconquista, au point de laisser crever son allié Amalassonte, pourquoi pas? En tout cas, c'est pile là, en 535, qu'arrivent à Ravenne des émissaires des trois rois francs. Et oui, les cousins mérovingiens d'Amalassonte refont tout à coup leur retour dans cette histoire méditerranéenne où ils ont pour l'instant brillé par leur absence totale, occupés qu'ils étaient en 534 par tous leurs autres problèmes au nord. Une ambassade qui ressemble à une bonne nouvelle pour Théodat, qui commence à prendre peur avec la déclaration de guerre de Justinien et qui sait qu'il va avoir besoin de toutes les forces disponibles pour se sortir de ce mauvais pas. Le nouveau roi des Ostrogoths s'est peut-être dit qu'avec l'arrivée des ambassadeurs, il y avait peut-être une carte à jouer avec les Francs et leurs troupes de choc. Peut-être. Mais si c'est le cas, le nouveau roi de Ravenne s'est pris une sacrée douche froide. Car ce n'est pas de l'aide que les Francs sont venus apporter. Non, ce sont des exigences. Car Amalassonte était leur cousine, et les trois Francs apprennent à Théodat qu'on ne plaisante pas avec la loi du sang chez les Francs, que tuer leur cousine déclenche automatiquement une feide avec eux et que son crime exige qu'ils se vengent. Et malgré leur total désintérêt pour l'ancienne reine des Visigoths durant toute sa vie, malgré leur conflit plus ou moins larvé depuis 20 ans avec le royaume du Sud, malgré leur absence de toute tentative diplomatique ou militaire pour aider Amalassonte à s'en sortir lorsque Théodat l'avait éjecté du pouvoir, les trois rois demandent un vergeld de 50 000 pièces d'or au roi des Ostrogoths pour compenser le meurtre de leur cousine. 50 000 pièces d'or, sinon c'est la guerre. Une somme totalement extravagante, démesurée même, mais payable immédiatement comme prix de leur neutralité dans la guerre gothique en train de démarrer en 535 avec l'invasion en cours de la Sicile par les Byzantins, première étape de la reconquête italienne. Et le plus fou, c'est que les trois rois francs, pillards sans scrupules et pires cousins qu'on ait jamais vus, vont en effet réussir à extorquer les 50 000 pièces d'or au nouveau roi comme prix de leur neutralité. Une escroquerie de bout en bout. Un vergel de Maboule pour le meurtre de leur cousine soi-disant bien-aimée, mais à qui ils n'avaient jamais adressé la parole. En gros, une belle arnaque, si jamais Tacite avait su. Quand je pense que c'était soi-disant pour l'honneur, ces histoires de vergeld et compensation, il n'avait pas vraiment tout compris, le vieux sénateur romain. Mais bon, en 535, si Théodat pense qu'il a réglé à coups de pièces d'or le problème des Francs sur le long terme, il se trompe lourdement. Parce que le problème de l'extorsion, c'est qu'il suffit rarement de payer une fois pour s'assurer la tranquillité avec vos racketteurs. Surtout si vous négociez avec 3 pieds nickelés qui valent pas 6 sous. Une leçon que les Ostrogoths vont vite apprendre à leurs dépens. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Retrouvez les cartes et la bibliographie dans les notes de l'épisode et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Rendez-vous au prochain épisode.